Bonjour à tous et à toutes. En regardant la télévision, vous êtes sûrement déjà tombé sur une émission de cuisine, mais saviez-vous que les premières chroniques culinaires ont en fait été inventées par une femme? Clémentine Padleford porte bien son nom. Elle est née le 27 novembre 1898 à Mill Creek, au Kansas. Elle grandit dans une région rurale. Son père, Solon, est fermier. Elle se souvient surtout des repas préparés par sa mère, Jenny, et par sa grand-mère, Caroline. Les saisons sont marquées par les fêtes comme Noël ou Thanksgiving. Pour le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine, sa famille prépare d'excellentes tartes aux fraises. La petite Clémentine est particulièrement marquée par son goûter d'anniversaire. Alors qu'elle a 10 ans, ses parents lui organisent une fête avec tous ses petits camarades et elle est tellement enthousiaste que sans faire exprès, elle donne un coup de pied dans une table. Elle fait tomber une lampe qui se renverse sur une carafe de limonade. Sa mère n'est pas très contente, mais elle dit à sa fille: "Tu as 10 ans, tu ne vas pas pleurer." Au dernier moment, sa mère et la cuisinière se réorganisent. La mère prépare plus de purée. Son frère Glenn est envoyé pour aller tuer des poulets. Oui, à l'époque, c'était pas vraiment très vegan friendly. Et finalement, le goûter d'anniversaire se transforme en dîner, mais la fête est sauvée. Les enfants mangent à 8 heures. Ils ont tous apprécié le repas. Clémentine écrit: "C'est le plus long goûter d'anniversaire que personne ait jamais eu." Donc elle passe une enfance plutôt heureuse. Alors qu'elle a 13 ans, ses parents vendent leur ferme et vont s'installer à Stockdale. Son père devient épicier. 2 ans plus tard, ses parents déménagent de nouveau à Manhattan au Kansas, qu'il ne faut pas confondre avec Manhattan, le quartier de New York. C'est là que Clémentine, qui a alors 15 ans, développe un intérêt pour le journalisme. En dehors du lycée, elle a un petit job, elle travaille pour le journal local. Par exemple, elle va chez les gens, elle frappe à leur porte et elle leur demande qu'est-il arrivé dans votre maison hier. Mais elle a déjà un certain intérêt pour tout ce qui touche à la nourriture. Par exemple, elle demande à ses camarades de classe de lui décrire ce qu'elle mange à la maison, de lui décrire leur menu quotidien. En 1917, les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale. Son frère Glenn est enregistré pour le service militaire. Lui-même n'est pas appelé, mais plusieurs de ses amis, plusieurs des frères de ses copines, par exemple, sont appelés. Elle écrit d'ailleurs un poème anti-guerre. Elle a aussi des cahiers dans lesquels elle range des coupures de journaux. En juin 1917, elle obtient son diplôme de fin du lycée, donc un peu comme l'équivalent du bac chez nous. Elle s'inscrit à l'université agricole du Kansas, alors que la plupart des autres femmes suivent surtout des cours d'économie domestique. Elle prend des cours de journalisme industriel. Ses parents lui laissent un peu faire ce qu'elle veut. Elle a beaucoup de loisirs, elle va à des bals, à des fêtes de fraternité ou de sororité. Elle pratique la natation et la randonnée. Elle fait partie d'un club de lecture. Elle joue dans une équipe féminine de basket. Et avec son club de lecture, elle va voir des conférences, ce qui lui permet de rencontrer des auteurs comme Carl Sandburg ou Karl Menninger. C'est bien joli tout ça, mais elle doit quand même gagner de l'argent. Donc elle écrit des articles en freelance. Elle se lie d'amitié avec son professeur Charles Rogers, avec qui elle échangera une correspondance assidue, même après qu'elle ait fini l'université. Elle devient rédactrice en chef du Collegian, le journal universitaire. Mais elle se montre très exigeante. Elle fait des changements dans les articles qui ne plaisent pas forcément à ses camarades. Elle critique aussi certains auteurs qu'elle juge trop paresseux. Elle a plusieurs petits amis, mais un nom revient tout particulièrement, celui de Lloyd David Zimmerman, un étudiant en ingénierie d'origine texane qu'elle a rencontré lors d'un bal. En 1921, elle obtient son diplôme en journalisme industriel. Elle décide ensuite d'emménager à New York, qui est une grande ville de journalistes, qui est une bonne ville pour les journaux. Elle a terriblement peur de quitter le Kansas, mais elle préfère ne pas montrer ses peurs. Avant de partir, sa mère lui donne un dernier conseil, un peu comme le petit poucet. Elle lui dit: "Prends du maïs égrené que tu sèmeras pour retrouver ton chemin." Mais Clémentine n'est pas toute seule. Elle est suivie par son petit ami Zim et elle a aussi une colocataire. Pour elle, New York, c'est vraiment un véritable choc culturel.
sur elle, notamment lorsqu'elle prend le métro. Elle écrit à sa mère: c'est à la fois affreux et incroyable, tu peux te retrouver coincé entre un Chinois, un Noir, un Italien ou un Juif dans le métro. Son petit ami Zim part pour un stage d'ingénierie à Philadelphie. Elle se sent seule et déprimée. Parfois, elle déteste carrément New York. Elle prend des cours de journalisme à l'université de New York, mais elle ne trouve pas vraiment de travail qui lui plaît. Elle commence à travailler pour le New York Sun. Sa chronique s'intitule The Woman Who Sees, la femme qui voit, et elle raconte des histoires assez banales comme une fille réussit à sauver son chapeau lors d'une bousculade dans le métro, une fille fait semblant de boiter pour obtenir une place assise, ou encore une cabine téléphonique est utilisée comme coupe-vent. Enfin voilà le genre de chronique qu'elle écrit. Plus tard, elle avouera qu'elle inventait parfois des histoires, mais elle écrit aussi des chroniques littéraires et parfois elle envoie des articles à un journal au Kansas avec lequel elle est restée en contact. Elle fait aussi des petits jobs. Elle est par exemple serveuse à l'université de théologie. Elle fait du babysitting. Pendant la période des fêtes, elle travaille à Gimbels comme vendeuse de parapluies. Mais un jour, il y a un client qui est pas content, qui tape sur le comptoir et qui lui dit « Eh mademoiselle ?» et elle lui répond « Ne m'appelez pas mademoiselle » et elle ouvre un parapluie juste devant son visage. Elle reçoit de l'argent de la part de sa mère, mais elle s'inquiète et a constamment peur d'en manquer. Parfois, elle a du mal à payer à la fois son loyer, ses courses et ses cours à l'université de New York. Mais malgré cela, elle finit par s'habituer à cette grande ville. Elle aime l'anonymat que lui procure la ville de New York. Elle aime particulièrement faire les brocantes et elle est aussi fascinée par les quartiers communautaires comme Little Italy ou Chinatown. À l'été 1922, sa coloc retourne au Kansas. Clémentine fait les 100 pas dans sa chambre. Elle se sent seule. On lui propose un travail dans un petit journal, mais elle le refuse. Elle attend toujours de trouver mieux. Elle se promet de ne pas revenir au Kansas tant qu'elle n'aura pas trouvé un bon travail. Elle n'hésite pas parfois à mentir sur son CV. Finalement, elle déménage à Chicago. Elle rencontre la féministe Marjorie Curé, une femme qui a tout un réseau et qui aide les femmes auteurs. Le 10 juillet 1923, elle épouse son petit ami Zim, mais leur mariage doit rester secret. En effet, la jeune femme a peur de perdre ses opportunités de travail si elle est mariée et pas célibataire. C'est un couple plutôt libre puisque Clémentine continue à avoir plusieurs amants, à avoir plusieurs petites amies. De toute façon, elle et Zim sont séparés puisque lui retourne vivre au Texas. En 1924, elle devient rédactrice en chef au département d'économie domestique à Farm and Farside. En tant que spécialiste de l'économie domestique, elle travaille par exemple sur le design intérieur. Elle va interviewer des femmes dans leur maison, leur demander des conseils déco. Elle participe aussi à l'organisation du concours du plus beau bébé. Les bébés sont surtout jugés sur leurs bonnes dents, leurs joues roses, est-ce qu'ils sont robustes. Et en fait, c'est un moyen de donner des conseils à des parents ruraux qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir régulièrement un médecin. Clémentine, elle répond aux lettres que lui écrivent les lectrices. Elle interviewe d'autres femmes qui sont présentées comme des rôles modèles. Et elle voyage aussi pour aller à des foires agricoles. Entre 1924 et 1929, elle est éditorialiste dans un magazine fermier pour femmes. En 1930, elle intègre le Christian Herald, le premier magazine chrétien du comté. Elle n'est pas vraiment très chrétienne elle-même, mais elle analyse les églises. Elle évalue par exemple si les sièges sont confortables, si les sièges ne font pas trop de bruit quand on les déplace. Le confort est important pour les hautes altitudes de l'esprit. Elle commence aussi à parler de nourriture. Elle se rend à des dîners d'église. Elle écrit aussi des chroniques littéraire où elle analyse les descriptions de nourriture chez Dickens par exemple. En 1931, alors qu'elle n'a que 33
53 ans. Elle ne se sent pas très bien, elle est assez enrouée. Comme c'est une fille de la ferme, elle n'a pas vraiment l'habitude d'aller voir un médecin. Mais ça devient trop grave, donc elle se rend chez un docteur et on lui diagnostique un cancer de la gorge. Il y a deux solutions qui existent à l'époque. Soit on lui enlève tout le larynx et elle ne peut plus parler, ce qui est quand même un peu embêtant pour une journaliste. Soit on lui enlève seulement la partie infestée, mais le taux de réussite est de 50%. Comme elle est journaliste, elle choisit la seconde option et finalement elle se remet, sauf que maintenant elle a un trou dans la gorge. Elle a aussi une voix qui est différente, une voix qui est beaucoup plus grave, qui est beaucoup plus enrouée et du coup ça la pousse à réfléchir à ce qu'elle va dire avant de parler. Pour cacher le trou dans sa gorge, elle a un bijou, une sorte de médaillon et ça fait un peu partie de son style. Elle porte des capes, des robes et en plus elle a aussi ce médaillon. Malheureusement, elle qui aimait tellement la natation, elle ne pourra plus jamais nager. En effet, si elle va se baigner, le risque c'est qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le trou de sa gorge et du coup elle pourrait se noyer. Elle montre sa résilience et pratiquement personne, les gens qui la connaissent bien, personne ne fait de commentaires sur sa voix. Les seuls qui font des commentaires, ce sont les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi lui donnent des conseils pour soigner sa laryngite, mais elle se contente de sourire et elle dit qu'elle prend de l'ananas pour soigner sa voix. Elle a aussi une voix qui lui donne de la personnalité, une voix qui est forte, qui est reconnaissable, qui est inoubliable. Elle n'est pas habituée à être dépendante de quelqu'un, elle doit faire avec cette perte d'autonomie. Elle prend une bonne afro-américaine qui va devenir une fidèle compagne. Elle écrit à son père, à ses amis. En 1932, elle divorce aussi de son mari après 9 ans de relation. De toute façon, ils n'avaient jamais vraiment vécu ensemble. En 1936, elle publie son article le plus personnel, Une fleur pour ma mère, où elle parle du décès de sa mère, qui est elle aussi décédée d'un cancer. Et cet article est tellement émouvant qu'il sera repris par des pasteurs. En 1936, elle commence à travailler pour le grand journal, le Herald Tribune. Elle travaille 6 jours par semaine et elle ne reçoit que $40 de salaire. Ses descriptions sont toujours très littéraires, faut donner envie aux lecteurs de manger. Pour la saison des fraises, elle écrit par exemple que les fraises forment un lac écarlate dans l'assiette. En 1940, la Seconde Guerre mondiale éclate. Pendant cette période, Clémentine s'engage. Elle fait un petit livret de recettes et ce livret de recettes sera reversé à des réfugiés étrangers, des réfugiés de Finlande, de Norvège et de Belgique notamment. En 1943, elle adopte une enfant, une petite fille appelée Claire. En fait, Claire, c'est la fille d'une de ses anciennes collègues. Sa mère est mourante d'un cancer. Clémentine l'adopte. Claire et Clémentine ont une relation mère-fille. Elles habitent ensemble avec leur chat Prince Peter, mais Clémentine est une mère adoptive plutôt sévère. Claire veut jeter un penny dans une fontaine parce que ça porte bonheur, et Clémentine ne comprend pas qu'on puisse gaspiller un penny aussi inutilement. Claire est envoyée en internat, mais Clémentine lui envoie toujours des friandises. Clémentine conserve un mode de vie très libre. Elle a toujours plusieurs petits amis, et en fait dans la semaine, suivant son emploi du temps, elle voit un de ses amis le jeudi, un autre le vendredi, etc. Elle fait des listes sur ses amis et sur leur goût culinaire. Par exemple, il y a écrit « machin n'aime pas le poisson ». Donc pour son époque, elle a quand même une forme de vie très libre. En 1948, Claire entre à l'université et Clémentine commence une première série d'articles, de colonnes intitulées « Comment l'Amérique mange ». Et ces colonnes deviendront particulièrement célèbres. Clémentine voyage dans plusieurs villes, dans plusieurs états, et à chaque fois elle rencontre une personne différente et cette personne va raconter un peu son histoire, va lui présenter sa recette fétiche. Clémentine est plutôt démocratique. Par exemple, elle va apprécier aussi bien un grand chef cuisinier que une petite mamie qui prépare des gelées sur la 9e avenue. Clémentine est un peu comme une sociologue de la nourriture, mais avant l'heure. En 1949, elle devient correspondante technique pour le programme d'économie domestique de l'Université du Tennessee en Inde. En 1953, elle va passer son propre diplôme d'aviation. Comme ça, elle
elle pourra voyager d'état en état tout en conduisant son avion. Bon, elle n'est pas spécialement douée en pilotage, mais elle obtient quand même son diplôme. Sa fille se marie et reprend la ferme de son enfance, mais Clémentine est de plus en plus fatiguée. Elle a des douleurs dans le dos, mais elle ne s'arrête jamais. En 1957, elle participe à la salade sénatoriale, un événement lors duquel 7 sénateurs d'États différents préparent une salade et ça leur permet de présenter les produits régionaux de leur État. En juillet 1960, elle s'embarque sur le Skipjack, qui est alors le sous-marin le plus rapide de son époque. C'est l'occasion pour elle de voir comment mangent les cadets, comment mangent les hommes embarqués sur les sous-marins. Elle décrit alors une des cuisines les plus originales qu'elle ait visitées, mais aussi une des cuisines les mieux organisées. Tous les articles sont par exemple compressés. Dans Comment mange l'Amérique, elle analyse que finalement il y a beaucoup de plats qui sont en fait allemands, italiens, suédois et qui ont été importés en Amérique par les immigrés, mais qui ont ensuite été américanisés, qui ont ensuite été revisités avec des produits locaux. Elle ne cherche pas forcément à suivre la mode, mais elle cherche aussi à présenter des plats méconnus. Par exemple, lors des fêtes de Pourim, elle interviewe une famille juive sur la cuisine juive. Elle s'intéresse aux spécialités régionales. En 1962, elle réalise un de ses rêves. Elle voyage en Russie. Elle teste la vodka russe pour voir si elle est meilleure que la vodka américaine. Elle visite une distillerie. Elle remarque aussi que les femmes russes ont 15 kilos en trop selon les standards américains et pourtant ces femmes-là ne portent pas de gaines. Fin 1962, elle est hospitalisée pendant plus d'1 mois à l'hôpital de New York. Elle a une pneumonie. En 1967, elle a de nouvelles attaques et elle doit vivre complètement à l'hôpital. L'éditeur Bill Nichols vient lui demander de vendre ses droits, mais elle refuse. Elle est décédée le 13 novembre 1967. Je trouve son histoire super intéressante. Elle a été la première à explorer la sociologie de la nourriture, le rapport des êtres humains avec la nourriture. Elle a écrit sur la cuisine régionale aux États-Unis. Et c'est un peu elle qui a lancé tout ce qui est les chroniques culinaires, les émissions de cuisine qu'on retrouve aujourd'hui. Et je trouve sa vie juste incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Joyeuses fêtes, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.